Bonjour tout le monde, bienvenue sur le webinaire plutôt sur la gestion du temps, la grande illusion. Et premièrement, bonne année et quel bon moment pour parler de la gestion du temps que le début de l'année comme ça. Alors tout d'abord, avant de commencer, juste pour vous indiquer que si vous avez un problème technique, vous pouvez l'inscrire dans la fenêtre de clavardage et Samuel va s'occuper de vous automatiquement. Alors, encore une fois, bienvenue sur le webinaire La gestion du temps, la grande illusion. Laissez-moi me présenter quelques instants. Juste un instant, je vais changer. Voilà. Alors, mon nom est Pierre Escarbeau. Je suis formateur depuis une quinzaine d'années. Coach et conférencier aussi. J'ai une formation en PNL. J'ai aussi 15 ans d'expérience avant ça comme gestionnaire dans les entreprises de toutes sortes, de toutes grandeurs, de grosses entreprises à plusieurs dizaines de milliers d'employés jusqu'à des tout petites entreprises, de gestionnaires de premier niveau jusqu'à président d'entreprise. Donc, une bonne expérience dans le domaine du travail. Et aujourd'hui, on va visiter la gestion du temps. Et en premier, j'aurai un sondage pour vous. Alors, on va vous lancer un sondage et la question, c'est quel type d'agenda utilisez-vous présentement? Est-ce que c'est plus papier? Est-ce que c'est plus électronique ou vous n'en utilisez aucun? Il y a des gens qui n'utilisent pas d'agenda, gardent dans leur tête ou font ça ailleurs. Alors, juste répondre, voir, OK. Alors, électronique en grande partie. Quand même des gens qui utilisent papier aussi. Quelques participants, largement électronique. Alors, souvent, les gens vont me demander lequel est le mieux. Ça dépend de ce qu'on fait. Électronique a l'avantage de tout garder, de tout sauvegarder. Papier, beaucoup moins. Par contre, papier, pour les gens qui sont d'un certain âge, c'est encore le bon vieux papier, c'est comme un bon livre qu'on a dans nos mains. Alors, certaines personnes préfèrent ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? 67% des gens sont électroniques, 10% des gens sont papier. Ah, voilà. OK. Écoute, ça nous donne une bonne impression. Donc, la majorité des gens, on pourrait dire 70% des gens sont électroniques, mais encore beaucoup de gens qui sont papier. Alors, merci pour ça. Alors, on va revenir à la présentation. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on a en fait un webinaire d'1 heure. On va prendre 50 minutes pour passer à travers l'information et une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Alors, j'ai un premier aveu à vous faire et le premier aveu, c'est que je ne crois pas à la gestion du temps. Alors, ça part mal parce que je vais vous parler de la gestion du temps pendant presque 1 heure, mais j'y crois pas du tout. Et la raison pour laquelle j'y crois pas, c'est qu'on ne peut pas vraiment gérer le temps. Personne ne peut en ajouter, personne ne peut le ralentir, personne ne peut l'accélérer. On peut même pas dire, aujourd'hui, je vais prendre 20 heures, puis demain, j'en garderai 28 pour demain. Malheureusement, ou peut-être heureusement, non, le temps passe, qu'on l'utilise ou pas. Alors, c'est pas vraiment la gestion du temps qu'on fait. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire, d'après vous, c'est quoi la gestion de quoi finalement qu'on fait? Vous pouvez l'inscrire dans le clavardage. Alors, selon vous, c'est quoi la gestion qu'on fait? Si c'est pas la gestion du temps, on gère quoi exactement? On gère les priorités. Beaucoup de gens vont dire j'ai priorité, mais beaucoup plus de base que ça. Oui, c'est vrai qu'on gère les priorités, mais à la base, encore plus de base. Moi, j'attends une réponse. Planifier les activités, c'est tout à fait vrai. Les urgences, les attentes des clients, oui. La gestion, bingo. Alors, il y a quelqu'un, là, ça passe vite, mais qui a dit la gestion de notre personne. Alors, en réalité, c'est pas la gestion du temps. On peut pas gérer le temps. La seule chose qu'on peut se gérer, c'est soi-même. Alors, on se gère nous-mêmes, on gère à travers notre attitude, nos actions, nos comportements. Et c'est ce qui fait que on est en mesure d'être efficace dans le temps qu'on a. Tout le monde a 24 heures dans une journée. L'autre aveu que je veux vous faire, c'est que je suis à côté de mon plan 99% du temps. Encore une fois, ça va mal. C'est moi qui vais vous parler de faire un plan, mais 99% du temps, je suis à côté de mon plan. Et c'est normal. Alors, c'est normal que d'être à côté de son plan. Pourquoi? Parce que c'est juste un plan. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été capable de planifier une journée complètement, rigoureusement, et s'assurer que cette journée-là s'est passée exactement comme ça? La plupart d'entre vous, certainement, presque tout le monde va me dire non. Si jamais ça vous arrive, allez chercher votre pouls, vous êtes probablement mort. Alors, tant que vous allez être vivant, les choses se passeront jamais comme vous le voulez. Alors, c'est normal d'être à côté de la traque ou à côté de notre plan. Et comment je le sais? C'est parce que j'ai un plan et que je suis capable de le corriger. Alors, les gens qui n'ont pas de plan sont pas capables de s'aligner.
C'est un peu comme un avion. Un avion qui décide de s'en aller de Montréal à Rome. 99% va être à côté, du temps va être à côté de la traque ou à côté de son chemin. Et comment elle fait pour s'ajuster? Ben, en fonction du plan qu'elle a fait. Mais il n'y a pas un pilote qui remplit un plan de vol et qui s'attend à exactement le suivre. Il y a toujours des variations, il y a toujours des variations. Alors, c'est tout à fait normal d'être à côté de notre plan 99% du temps. Souvenez-vous aussi qu'un plan, et ça c'est un adage qui est précieux, un plan imprécis ou un mauvais plan, c'est mieux que de ne pas en avoir du tout. Alors souvent, les gens se disent, ça bouge tellement autour de moi, il y a tellement d'imprévus, ça ne me donne rien de faire un plan. Non, non, le plan va vous permettre justement de savoir que vous êtes à côté de votre plan. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de point de repère. Alors, ça, c'est mes deux confessions. J'espère que vous allez demeurer avec nous malgré ces confessions-là. L'autre chose que je veux vous donner, c'est un de mes mentors qui disait, si vous n'avez pas de plan, vous risquez de tomber dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont dans leur plan pour vous. Pas grand-chose. Malheureusement, pas grand-chose. Parce qu'un plan, c'est fait pour la personne ou l'organisation qui le fait. Alors, si vous n'avez pas de plan, vous êtes presque assuré d'être siphonné dans le plan de la personne qui est à côté. Que ce soit votre patron, l'entreprise, votre conjoint, votre conjoint. C'est heureusement, malheureusement, c'est de la façon que ça fonctionne la plupart du temps. Alors, assurez-vous d'avoir un plan pour être capable de négocier avec les gens alentour de vous. L'autre chose qui est plus au niveau de l'attitude que je veux vous passer comme message, c'est la valeur de votre temps. Alors, si je vous demandais de me donner accès à vos épargnes, je pense qu'il n'y a personne qui accepterait de me donner un accès à vos épargnes. Simplement parce que vous valorisez l'argent que vous avez fait, vous avez travaillé pour cet argent-là, vous voulez la garder. Par contre, si je vous demandais 10 minutes de votre temps, presque sans me poser de questions, vous allez me dire oui. Et pourtant, le temps vaut beaucoup plus que l'argent puisqu'on ne peut pas en avoir plus. L'argent, on peut en faire plus, on peut travailler plus fort, on peut faire du temps supplémentaire pour ceux qui en ont. On peut trouver un autre travail. Bon, il y a toujours moyen de faire de quoi. Mais le temps, il y a juste 24 heures dans une journée et quand vous le gaspillez, ben, il n'y en a pas d'autre. Alors souvent, vous voyez un chèque qui apparaît, souvent les gens sont prêts à nous signer un chèque en blanc sur leur temps, mais ne le feront pas sur de l'argent. Alors, essayez de commencer à valoriser votre temps pour ce que ça vaut vraiment. C'est la ressource la plus importante que vous avez. Alors, ne pas le gaspiller. Évidemment, il ne faut pas devenir fou non plus à l'autre bout, là, puis venir névroser avec ça, mais c'est une leçon importante. Votre temps est important. Alors, gardez-le, conservez-le comme tel et prenez-en soin. Je vais vous parler de les 5 pièges de l'ère de la vitesse. Alors, notre relation avec le temps a changé passablement au cours des années. Il y a 20-30 ans, les choses se passaient beaucoup plus tranquillement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on met quelque chose dans le micro-ondes, on met un mets dans le micro-ondes à réchauffer, et si en 20 secondes, c'est pas prêt, on commence à être impatient. On lance un logiciel, si en dedans de 5 secondes, le logiciel n'est pas lancé, ben, on va appeler les TI parce que ça fonctionne pas. Alors, on est très pressé. Et ça engendre des pièges, ça engendre des trappes dans l'ère de la vitesse. La première, c'est vouloir tout maintenant. Alors, parce qu'on veut tout maintenant, on s'imagine aussi que tout le monde veut tout maintenant. Et on ne demande pas aux gens pour quand ils en ont besoin. On assume, si c'est le patron ou un client, que le client le veut tout de suite. On va travailler en temps supplémentaire, on va travailler le week-end pour le faire, quand en réalité, on aurait juste à demander en premier dans combien de temps tu en as besoin ou quand tu en as besoin. Alors, ça engendre évidemment de l'anxiété, du stress et éventuellement de l'épuisement professionnel. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième, abandonner après une tentative. Alors, on essaye quelque chose de nouveau une fois, on fait 1 ou 2 tentatives, ça ne fonctionne pas, pouf, c'est parce que c'est pas bon. Non, la plupart du temps, spécialement dans la gestion du temps, la plupart du temps, ça va prendre plus que 1 ou 2 ou 3 tentatives avant d'avoir du succès. Donc, désespérez pas. Il faut, en fait, vous avez déjà entendu que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Bon, bien que ce n'est pas basé scientifiquement, ce qu'on sait, c'est que, en fait, ça prend 21 jours consécutifs. Les gens oublient le consécutif. Alors, vous devez persévérer longtemps, ou relativement longtemps, pour avoir des résultats. Numéro 3, ne pas prendre le temps d'écouter les gens. Alors, on écoute en diagonale. Hein?
On est dans le corridor, on parle à quelqu'un dit que oui, c'est correct, on part et on s'en va. À pas prendre le temps d'écouter. L'écoute active, ça veut dire arrêter tout ce qu'on fait, arrêter aussi la petite voix dans notre tête qui est en train de parler tout le temps. Probablement celle qui est en train de parler et de dire qu'est-ce qu'il est en train de dire, je vais avoir le temps de manger après, etc. Si vous vous posez la question, quelle petite voix? Celle-là, justement. Hein, celle qui est omniprésente tout le temps. Alors, est-ce qu'on peut la mettre, est-ce qu'on peut la faire taire? Je ne sais pas. Moi, je suis pas capable. Alors, ce que je fais, c'est, je m'en rends compte et je la mets de côté constamment. Alors, l'écoute active, ça veut dire aussi dire écouter les gens avec nos yeux. Ça veut dire quoi? Ben, écoutez le non-verbal. Alors, souvent, dans le non-verbal, les gens vont nous dire toutes sortes de choses. Alors, vous allez voir, des gens vont vous dire oui, oui, avec un signe de tête non. Alors, c'est peut-être le temps de valider, voir ce qui est en train de se passer. Alors, ça, c'est pour le point numéro 3. Le point numéro 4, alors, tentez de faire du multitâche. Écoutez, je suis ici pour vous dire que le multitâche conscient pour les êtres humains, ça n'existe pas, même pour les femmes. Alors, ce qu'on fait, c'est pas du multitâche. Ce qu'on fait, moi, je suis un ancien, dans mon ancienne vie, j'étais en télécommunication. Ce qu'on fait, en réalité, c'est du multiplex. Le multitâche, ça serait littéralement d'écouter 2 ou 3 conversations en même temps. Ce qu'on fait pas réellement, ce qu'on fait, c'est qu'on alterne d'une conversation à l'autre, mais on le fait tellement rapidement qu'on a l'impression de tout comprendre et de tout saisir, quand en réalité, c'est pas ce qui se passe. Hein? Quand je suis en train d'écouter Rémi, ben, je peux pas complètement comprendre ce que Lucille est en train de me dire et vice-versa. Alors, les hommes autant que les femmes, je pense que là, le mythe vient que les femmes sont meilleures à passer rapidement d'une tâche à l'autre. Mais ça c'est pas scientifique comme observation. Alors, l'idée ici, c'est quand vous voulez faire quelque chose, arrêtez ce que vous faites et concentrez-vous. Vous savez déjà d'ailleurs, quand c'est le temps de vous concentrer sur une tâche qui vous demande beaucoup de concentration, qu'est-ce qu'on fait? On rentre tout le matin quand il n'y a pas encore personne au travail, on le fait de la maison, ou encore on s'en va se barricader dans une salle de conférence où on sait qu'on ne sera pas dérangé, parce qu'intuitivement, on sait que c'est pas possible de faire les deux choses en même temps et ça nous dérange. En fait, je pense que ça vient de la NASA qui disait que quand notre niveau de concentration, ou quand on est en train de faire un travail qui demande de la concentration, quand on est dérangé, ne serait-ce que pour 1 ou 2 secondes, ça prend jusqu'à 20 minutes avant de retrouver le même niveau de concentration. Alors, vous pouvez vous imaginer, ça veut dire qu'au travail, on n'est jamais réellement complètement concentré. Et finalement, le numéro 5, c'est une mauvaise évaluation du temps que la tâche prend. Alors, souvent, on va errer plus sur en mettre moins qu'en mettre plus. Une tâche qui devrait nous prendre 3 heures, on va l'estimer à 1 heure, 1 heure et demie, et ça, c'est un problème. Alors moi, je vous dirais, faites l'erreur d'en mettre plus que d'en mettre moins. Pourquoi? Ben, dans les formations sur la gestion du temps, il n'y a personne qui vient en me disant, moi, mon problème, c'est que j'ai trop de temps. La plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas assez de temps. Alors, mettez-en plus, puis si jamais vous avez 1 heure de trop, ben, je suis certain que vous allez savoir quoi faire avec cette heure-là. Alors ça, c'est pour les 5 pièges. Il y a eu, ou il y a encore des gens qui utilisent 4 approches différentes dans la gestion du temps. Alors, la première approche, c'est rien. Pas d'agenda, de liste de choses à faire, de to-do, ou encore de cahier de notes. Alors, il y a des gens qui utilisent absolument rien. Je vais assumer que sur la ligne, sur le webinaire en ce moment, il n'y a pas personne comme ça, mais vous connaissez probablement des gens qui n'utilisent rien, ils utilisent seulement tout ce qui est dans leur tête, en pensant que c'est mieux comme ça. Souvent, quand je demande aux gens, c'est quoi le bénéfice de faire ce qu'ils font, parce qu'il y en a un, sinon on ne le ferait pas. Le premier, c'est, les gens vont me dire, un sentiment de liberté, un sentiment de ne pas avoir d'engagement, d'être libre. Moi, je vais vous dire, ça, c'est une illusion. En fait, c'est Paulo Coelho qui disait, la liberté, c'est pas l'absence d'engagement. On pense souvent que la liberté, c'est quand on a une absence d'engagement. Quand je vais être à ma retraite, quand mes dettes vont être payées, quand les enfants vont être partis, quand mes projets vont être terminés, je vais avoir moins d'engagement et je vais être libre. En fait, lui, il dit, la liberté, c'est pas l'absence d'engagement. La liberté, c'est la capacité de choisir. Alors, on va toute notre vie avoir des engagements, mais la liberté réelle, c'est d'être capable de choisir parmi ces engagements-là. Et choisir, ça veut dire faire un choix parmi plusieurs options. Mais savez-vous quoi? Pour avoir plusieurs options, ça nous prend un plan. Si vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas d'option. Donc, c'est une utopie, c'est une illusion de penser que de ne pas avoir d'organisation, ça nous rend plus libre. En fait, ça nous rend complètement esclaves. J'ai jamais été aussi libre dans ma vie que maintenant que j'ai
un agenda puis que je suis organisé, j'ai la liberté de choisir parmi tous mes engagements ce que je décide de faire. Pas tout le temps, mais plus souvent qu'autrement, c'est moi qui peux décider. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la fameuse liste de tâches à faire. Alors, la liste de to-do qu'on appelle communément. Là. Il y a des gens qui ne fonctionnent qu'avec une liste de to-do. Bon, c'est déjà mieux que de rien utiliser. On a au moins tous les engagements qu'on a ou toutes les choses à faire au même endroit. Mais il y a un problème important avec la liste de to-do, c'est qu'on n'a pas de priorisation dans le temps. Hein. Pour prioriser, il faut avoir la composante du temps, puis aussi il faut avoir la composante de l'importance. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, il y a des lacunes quand les gens n'utilisent qu'une liste de to-do, c'est qu'on ne priorise pas dans le temps facilement. La troisième approche, c'est probablement celle que la plupart d'entre vous utilisez en ce moment. On appelle ça la gestion traditionnelle. Je l'appelle la gestion traditionnelle, c'est, en fait, on utilise beaucoup notre agenda comme un dépotoir, finalement. Un dépotoir de choses à faire. Un dépotoir d'engagement. Ah, il faut que j'aille au dentiste, il faut que je remette tel rapport, il faut que. Alors, c'est un dépotoir de il faut que. La plupart des gens n'utilisent pas l'agenda comme un outil de planification. Ils l'utilisent juste comme un répertoire, un dépotoir de tout ce qu'on a à faire des engagements. C'est pas pour rien que la plupart des gens n'aiment pas utiliser l'agenda. Hein, ou encore voient l'agenda comme quelque chose de négatif, comme un outil de travail ou une obligation. Je comprends quand on utilise l'agenda juste dans ces moments-là ou à cette fin-là. C'est pas nécessairement la meilleure façon. Alors, quand on regarde, je vais vous montrer un schéma, quand on regarde les gens, quand je demande aux gens de me montrer leur agenda de la journée, ou plutôt de la semaine, ça ressemble souvent à ça. En fait, souvent, dans l'agenda de la semaine des gens, il n'y a absolument rien pour certaines personnes. Mais je n'ai pas voulu exagérer, donc j'ai mis 3-4 petites activités dans l'agenda. Et ça, c'est, en fait, c'est une illustration d'un agenda qui est utilisé simplement pour des choses qui sont à faire. Alors, des engagements dans le temps qui sont à faire, mais il n'y a pas de planification. La preuve, souvent, c'est quand je demande aux gens la semaine suivante, de me montrer la semaine suivante ou l'autre semaine, très rapidement, on tombe à zéro. Il n'y a plus rien, puis c'est blanc dans l'agenda. Alors, évidemment, quand on commence la semaine avec un agenda comme ça, il va y avoir toutes sortes d'imprévus. Et si la personne la mettait dans son agenda, ça ressemblerait à ça. Conférence qui arrive, la réunion qui vient d'être appelée, etc. Et là, ça commence à... Déjà, le lundi se remplit. Le lundi, on remplit le mardi déjà. Puis peut-être même, on commence à remplir le mercredi. Et là, vous avez le bulldozer du temps qui commence à refouler ça toute la semaine. Et d'une journée à l'autre, on en met constamment. Alors, si je vous demandais, quel impact vous pensez que ça a sur vous de gérer votre temps de cette façon-là? Alors, pas l'impact sur le travail, mais sur vous en tant que personne. Alors, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans le bas, quels sont les impacts que ça a sur vous de gérer votre temps? Oui, le premier, c'est certainement stress. Vous allez voir, plusieurs personnes vont dire stress, effectivement. Quoi d'autre? Toujours se sentir débordé, absolument. L'agressant, une course constante, continuelle. Effectivement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. En fait, vous avez un manque de temps, effectivement. Vous avez une illustration parfaite de ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je vous disais, si vous n'avez pas de plan, vous tombez automatiquement dans le plan de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est pas un plan. Les cases en bleu, ce sont des engagements à court terme que la personne a mis dans son agenda. Et là, le début de la semaine arrive, le patron nous demande, peux-tu me faire ça? Comment on peut dire non? Ou on peut dire oui, si, ou on peut replacer. Quand il n'y a rien dans notre agenda, on n'a pas de plan. Alors, c'est difficile d'être capable de négocier notre propre temps si on n'a pas de plan. Alors, souvent, ça va être stress, l'insatisfaction. Combien d'entre vous finissez vos journées de travail en vous disant, regarde, j'ai travaillé toute la journée comme un forcené ou une forcenée et j'ai l'impression d'avoir absolument rien accompli. Alors, plusieurs personnes vont me dire oui, hein, d'informations, en tout cas, tout le monde me dit oui, effectivement, c'est probablement un des plus gros inconvénients de gérer son temps de cette façon-là. Si, par contre, il y avait une autre façon. Alors, si je pouvais vous, en peu de temps, on n'a pas beaucoup de temps, on a encore une demi-heure, si en une demi-heure, j'étais capable de vous montrer une façon qui est complètement différente de gérer votre temps, qui pourrait faire que vous allez avoir moins de stress,
que vous allez avoir plus de satisfaction, que vous allez avoir une impression de contrôle beaucoup plus grande qu'en ce moment et qui va augmenter votre satisfaction non seulement au travail, mais dans tous les aspects de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Je veux juste voir des oui, oui, s'il te plaît. Oui, je vois Linda. Oui, s'il te plaît, Véronique. OK, je pense que ça vaut la peine de continuer à ce moment-là. Alors, il y a une autre façon de gérer le temps. Alors, vous avez les 3 premières approches et l'autre approche, c'est la gestion planifiée. Ou, je vous dirais, la gestion de votre vie. C'est pas simplement la gestion au travail, mais la gestion de tous les aspects de votre vie. Et en fait, je peux vous donner, c'est tiré d'un auteur qui s'appelle Stephen Covey et d'un livre qui s'appelle Priorité aux priorités. Alors, vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Et la gestion planifiée, en fait, Stephen Covey dit dans son livre, si vous voulez être capable de véritablement utiliser votre agenda comme un outil de planification, il y a 3 choses que vous devez faire. Mais avant de vous les expliquer, je vais vous conter une petite histoire. Certains d'entre vous connaissez probablement l'histoire, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de l'histoire, vous allez voir, c'est pas très long. Alors, aux États-Unis, à un moment donné, il y avait un directeur d'un programme de MBA dans une université américaine qui voulait présenter les concepts de la gestion du temps aux participants du MBA. Alors, il a réuni, c'est une petite université, il a réuni les 300-400 participants au MBA dans l'auditorium. Il a fait venir un expert en gestion du temps. L'expert est arrivé en avant, il a dit bonjour à tout le monde. Tout le monde est poli, il lui répond. Et en avant de lui, il y a une grande table. Imaginez une grande table avec une nappe blanche qui va jusqu'à terre. Et sur le dessus de la table, vous avez un grand pot en vitre. Et à côté, vous avez un bol avec des grosses pierres dedans. Et sans dire un mot après avoir dit bonjour, méticuleusement, il prend une roche après l'autre, il va les déposer dans le pot en s'assurant de prendre le moins de place possible, en les imbriquant une dans l'autre. Et quand il termine, ben, le pot est plein et il n'y a plus de roche. Et il demande aux étudiants, est-ce que le vase est plein? Les gens disent oui, le vase est plein. Il dit, ah, vraiment? Alors, il s'en va en dessous de la table, caché sous la nappe, et sort un autre pot avec des plus petites roches. Et il prend les plus petites roches, les verse sur des grosses roches. Ben, vous voyez, vous devinez un peu ce qui se passe. Les petites roches s'en vont s'imbriquer ou remplir les trous entre les grosses roches, brasse tout ça pour s'assurer que ça soit bien plein. Et quand il finit, ben, il demande encore aux étudiants, est-ce que le pot est plein? Alors, les étudiants ne sont pas fous, ils disent non. Il dit good, c'est très bien. Il s'en va en dessous de la table, prend du sable, met ça dedans, et en fait, il prend de l'eau à la fin, met ça par-dessus. Bon, là, c'était plein. Et un coup que c'est plein, il demande aux gens, quelle est la morale de l'histoire? Alors, il attend de voir, les gens se posent la question. Il y en a un timidement qui lève la main et il dit, quand tu penses que ton agenda est plein, il y a toujours de la place pour squeezer, puis tirer, puis rentrer d'autres choses dans ton agenda. Et l'expert dit, c'est très, très bien, mais il dit, c'est pas ça du tout. Il dit, en fait, il disait aux étudiants, vous avez manqué la notion la plus importante ou la conclusion la plus importante, c'est que si vous ne commencez pas par placer les grosses roches en premier et que vous essayez de placer vous placez les grosses roches en dernier par-dessus le sol des petites roches, ça ne rentre pas. Il faut absolument que les grosses roches rentrent en premier. Alors, dans nos vies, c'est un peu la même affaire. Si vos grosses roches, les choses que vous dites les plus importantes dans votre vie, ils ne rentrent pas en premier, il est trop tard à la fin, on ne peut pas les rentrer. Alors, comment on fait pour ramener ça dans le concret? Et Covey nous dit, il y a 3 choses que vous devez faire. La première, vous devez déterminer vos rôles. Alors, au travail, c'est assez clair. Souvent, on regarde notre description de tâche, on a nos rôles. Quand la description de tâche est claire, si elle ne l'est pas, c'est probablement la première chose que vous devriez faire. Vous assurer que vos rôles et fonctions au travail sont clairs. Mais je vais aller un peu plus loin. Je vais étendre ça à notre vie au complet. Alors, déterminer ces rôles, ça veut dire les domaines qui sont importants, les domaines de responsabilité qui sont importants dans notre propre vie. Alors, laissez-moi vous donner, me prendre un exemple. J'ai une conjointe, alors j'ai un rôle à ce niveau-là. J'ai des enfants, donc père, c'est un autre de mes rôles. Je suis formateur, j'ai ma propre entreprise, donc entrepreneur aussi. Et il y a d'autres rôles qui s'ajoutent. J'ai des amis, alors un de mes rôles est ami. Alors finalement, les rôles, ce sont les endroits où vous déterminez, que vous déterminez suffisamment importantes pour dédier du temps.
mettre la ressource la plus importante qui est du temps. En fait, tiens, si vous vous souvenez, vos grands-parents, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous vous souvenez, vos grands-parents, nos grands-parents, quand ils faisaient un budget, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des enveloppes, hein, ils prenaient l'argent qui était comptant souvent qu'ils recevaient ou en chèque, allaient à la banque, retiraient tout ça parce qu'on ne laissait pas ça à la banque dans ce temps-là, et ils mettaient ça dans des enveloppes. Hein, il y avait une enveloppe pour l'épicerie, il y avait une enveloppe pour le loyer, il y avait une enveloppe. Et si les gens voulaient aller en vacances, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on prenait une autre enveloppe, on mettait de l'argent dans vacances, on en mettait. Évidemment, il fallait limiter le nombre d'enveloppes. Si on avait 25 enveloppes, à un moment donné, il ne rentrait pas grand-chose dans chacune des enveloppes. Fait qu'on limitait le nombre d'enveloppes. Ben, les rôles dans notre vie, c'est exactement la même chose. Ce sont les enveloppes dans lesquelles on détermine qu'on va mettre l'argent, on va mettre, pas l'argent, mais on va mettre la ressource la plus importante qu'on a, le temps, dans ces enveloppes-là. Alors, Covey nous dit on ne devrait pas avoir plus que 7 à 9 rôles. Vous allez voir pourquoi quand on va regarder numéro 2 et numéro 3, mais 7 à 9 rôles, gros maximum. Alors, dans mon cas, j'en ai 6 et c'est bien suffisant. L'autre chose importante, le nom que vous donnez au rôle est aussi important. Ça doit résonner, vous allez voir pourquoi après quand vient le temps de planifier, mais ça doit résonner avec vous autres. Exemple, mon rôle de, je vous dis, j'ai une conjointe, ben, j'appelle pas ça conjoint. Mon rôle s'appelle amoureux. Alors, vous voyez une différence quand on dit conjoint comme rôle ou amoureux comme rôle. Ça n'a pas la même connotation, ça ne donne pas le même contexte de réalisation. La même chose comme parent. Alors, oui, je suis un parent, mais parent, c'est stérile comme mot. Ça n'a pas de sentiment pour moi. Mais quand je dis père de famille, quand je dis père, ça vient me chercher en dedans. Ça résonne avec moi. Alors, quand on peut mettre un nom qui va correspondre vraiment à l'importance que ça a pour vous. Donc, 7 à 9, gros maximum. La plupart, rares les gens qui vont en avoir 3, même 4, c'est pas beaucoup. La plupart sont 5, 6, là. Alors, rentre ça. Oh, le rôle le plus important, vous-même. Alors, c'est le premier rôle que vous devrez avoir. Alors, on en a tous un qui est commun, c'est celui soi-même. Ça, Seigneur. Deuxième des choses, définissez les objectifs, ou je devrais dire les buts ultimes pour chacun de ces rôles-là. Ah, corrigez plutôt, gardez en note là, que je veux dire, quand je parle d'objectif, je parle de but ultime. Ça veut dire, à la fin de vos jours, dans chacun de ces rôles-là, vous voulez être rendu où? C'est ça que ça veut dire. Alors, dans mon rôle d'amoureux, je vais être rendu où avec ma conjointe? Avec mes enfants, je vais être rendu où? Dans mon rôle de formateur, qu'est-ce que je veux que les gens... Et une bonne façon de le faire, c'est de vous poser la question dans chacun des rôles, les gens qui interviennent dans ces rôles-là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent de vous? Alors moi, qu'est-ce que je veux que les participants dans mes formations, les webinaires que je donne, qu'est-ce que je veux qu'ils disent de moi? Vous faites la liste de ça. Qu'est-ce que je veux que mes enfants disent de moi? Qu'est-ce que je veux que ma conjointe, mon conjoint disent de moi? En réalité, c'est pas eux qui le disent, c'est vous. Alors, le but ultime, en fait, ou l'objectif ultime, c'est l'idéal dans ce rôle-là. Alors, ça prend plus que quelques minutes. Vous comprenez qu'il y a du travail à faire pour ça. Un coup, ça, c'est fait. Il reste une seule chose à faire, et c'est planifier. Là, on tombe vraiment dans la planification. Et là, l'outil, l'agenda prend tout son sens rendu là. Alors, comment on planifie? Premièrement, on peut planifier l'année. Donc, vous allez planifier l'année. C'est pour ça que je vous dis, c'est tellement un bon moment de commencer en janvier en parlant de la gestion du temps. Alors, on peut planifier l'année. Regardez les différents mots qui sont utilisés. On peut planifier l'année, on planifie le mois, on organise notre semaine, et on ajuste la journée. Voyez-vous que c'est pas la même connotation. On ne peut pas planifier une journée, on a le nez collé sur la route. Comment vous faites pour planifier votre journée? Les gens qui disent « je vais planifier leur journée, je vais planifier ma journée », ce que ça m'indique, c'est qu'ils n'ont pas de planification à long terme. En fait, pour eux, la planification, c'est au jour le jour. Quand on planifie son année et qu'on prend le temps de planifier son mois, qui est assez grand, qui est assez loin dans le temps, bien, rendu à la semaine, on l'organise notre semaine en fonction de cette planification-là qui a été faite. Et finalement, rendu à la journée, on n'organise rien, on fait simplement ajuster la journée. Je reviens avec mon histoire d'avion un peu plus tôt. Vous savez, quand vous prenez un avion pour un voyage, quand on entre dans l'avion, la planification a déjà été faite. Ils ne sont plus en mode de planification, ils sont en mode d'organiser le vol. Hein. En fait, si jamais vous rentrez dans un avion, puis qu'en passant sur le bord du poste de pilotage, vous entendez le pilote dire « on va planifier en s'en allant », sortez de là tout de suite, restez pas dans l'avion. Alors, la planification a été faite longtemps à l'avance. Ce que les gens font, sont en train d'organiser le vol.
Donc, l'essence, le fuel, les passagers, bon, tout ce qui doit être fait dans le vol, c'est l'organisation. Et dès que la porte est fermée, on n'organise plus le vol. À partir du moment que la porte est fermée, on ajuste le vol en fonction de tout ce qui a été fait. On vient pour reculer, il y a un chariot dans le chemin, il faut attendre. Oups, les conditions météo viennent de changer, on est obligé de passer au dégivrage. On devait être le 2e à partir, on est rendu le 6e à partir, et on ajuste, jusqu'à temps qu'on arrive à destination. Ben, la métaphore de l'avion, c'est la même pour nous. Alors, ce qu'il faut faire vraiment, c'est en début d'année, commencer par, là, vous avez un agenda, on vous montre, je vais revenir à l'écran précédent. En début d'année, vous imaginez que vous avez un calendrier annuel devant vous, vous prenez chacun de vos rôles, chacun des buts ultimes ou des objectifs, l'idéal que vous voulez, et là, vous vous fixez dans l'année, vous précisez dans l'année les objectifs, les livrables concrets que vous voulez atteindre pour chacun de ces rôles-là. Alors, ça demande un peu de temps. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai pris le temps des fêtes pour faire ça. J'ai commencé premièrement par faire un grand mind mapping. Ceux qui ne connaissent pas ça, allez sur Technologia, tapez mind mapping. Je suis allé faire un grand mind mapping de tous mes domaines et tout ce que je voulais accomplir en 2018. Alors, j'ai tout illustré ça là, sur un grand carton. Après ça, là, je suis jusqu'au 15. Alors, j'ai encore ce week-end pour terminer ça. Je transpose tout ça en objectifs et en livrables concrets pour l'année. OK? À la fin de l'année, je vais être rendu là. Donc, dans 6 mois, je dois être rendu là. Et là, on planifie tout ce qu'on peut planifier à l'année. Dites-moi, et là, j'aimerais avoir une réponse sur le clavardage. Est-ce qu'on peut tout planifier d'avance? Faites attention, il y a un piège. Oui, non, j'ai beaucoup de non, des gros non. Alors, la réponse, c'est pas non, c'est oui. On peut tout planifier à l'avance avec un niveau de précision différent. Exemple, l'année passée, 10 mois avant, j'ai planifié mon voyage pour Hawaï cet été, l'été passé. Pourquoi? Ben parce que c'était facile. On a des vols, on a des cédules, le niveau de précision est très grand. Par contre, si je veux planifier, je sais pas moi, d'aller avec mon amoureuse un week-end quand les feuilles vont tomber, vont tourner les couleurs, ça se passe en ordre de 2-3 week-ends. Alors souvent, l'erreur que les gens font, c'est de dire « Oh, je verrai rendu là ». Mais ce qu'ils viennent de faire, ce qu'ils ont négligé de faire, c'est de poser la grosse roche avant que tout le reste soit dedans. Alors, ce qui est important, c'est mettez-le quelque part, mettez-le dans un week-end, vous le déplacerez, mais au moins, c'est déjà dans votre agenda. Donc, on peut tout planifier avec un niveau de précision différent. C'est un petit piège, c'est une question piège. Un coup que l'année est faite, alors imaginez maintenant, vous arrivez à chaque mois, vous avez un mois devant vous. Alors, quand on a le mois, l'année est planifiée, on a le mois, ce que Covey nous dit, c'est que vous devez avoir au moins une activité planifiée pour chacun de vos rôles dans ce mois-là, pour ne pas l'oublier, pour ne pas vivre une vie qui est débalancée trop longtemps. Alors, une activité. Un coup que ça s'est fait, vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver à la semaine ici. Alors, vous avez la semaine, imaginez qu'en vert, c'est toutes les choses qui ont été planifiées d'avance. Soit un an d'avance, la formation du jeudi, c'est peut-être une année d'avance, peut-être que le football avec mon fils Nicolas, ça a été fait le mois d'avant, mais en vert, ce sont les grosses roches, c'est les choses qui ont été planifiées d'avance. Évidemment, par-dessus ça, va se rajouter tout ce qui est en bleu, qui est le gravier. Le gravier, ce sont tous les activités de maintenance qu'on a dans notre vie qui gravitent autour de ces roches-là. Aller faire l'épicerie, préparer un rapport. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement directement connectées à un rôle, mais qui doivent être faites. Et maintenant, parce que vous avez fait ça, là, vous arrivez le lundi matin et vous avez ça, c'est pas parce que vous avez préparé votre agenda comme ça que la vraie vie ne nous rattrape pas. Alors, quand on arrive le lundi matin, il y a toutes sortes d'imprévus. Alors, en rouge, va se rajouter encore tous les imprévus qui existaient auparavant. Alors, quelle est la différence entre utiliser un agenda de cette façon-là et utiliser l'agenda dans la façon traditionnelle? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me le dire? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact sur vous de gérer votre agenda de cette façon-là? Sérénité, ah oui, absolument, sérénité. On bloque des plages horaires pour ce qui est important. On prévoit en amont un certain contrôle, prioriser, le dynamisme. Je vous le dis, c'est
c'est une façon tellement différente de vivre. En fait, celui que je vous ai pas dit, le bénéfice le plus important, c'est ça nous enlève toute la culpabilité. Alors, vous savez, quand vous décidez une journée de pas faire ce que vous étiez supposé de faire, mais de faire quelque chose pour vous, souvent on a un sentiment de culpabilité qui nous suit en arrière. Ce sentiment de culpabilité-là est là parce que vous n'avez pas pesé complètement les impacts de choisir de faire quelque chose d'autre. Quand vous avez un plan comme ça et que vous décidez de, comme on dit, scraper, hein, quand vous décidez de changer une journée complète, exemple le mardi, là, je suis capable de voir exactement ce que ça va me coûter et j'assume les coûts de cette décision-là. C'est beaucoup plus facile. Alors ça, c'est pour la gestion planifiée. 3 outils importants, très rapidement. La première, évidemment, un agenda, que ce soit papier ou que ce soit électronique, un agenda. La deuxième, la liste de choses à faire. L'agenda, c'est là pour inscrire les engagements qu'on a dans le temps, que ce soit avec nous ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, mais les engagements dans le temps. Les listes ou les listes de choses à faire, parce qu'on devrait en avoir plusieurs, ce sont des listes pour inscrire les engagements qui ne sont pas encore précisés dans le temps. Et quand je parle d'avoir plusieurs listes, c'est qu'on devrait avoir des listes par contexte. Alors moi, j'ai une liste qui s'appelle amoureux, j'ai une liste qui s'appelle formateur, j'ai à l'intérieur de mon entreprise une liste pour chacun des projets de formation que j'ai. Alors, des listes, on en a besoin de plusieurs, simplement parce qu'on est dans des contextes différents. Le troisième outil, le fameux cahier de notes. Alors, combien d'entre vous utilisez un cahier de notes? Faites juste me dire oui si vous utilisez déjà un cahier de notes. Oui. Alors, combien d'entre vous, j'aimerais ça savoir, merci, combien d'entre vous utilisez votre cahier de notes et les conservez quand ils sont terminés? Faites juste m'indiquer oui si c'est le cas. Oui. Non, OK, quelques-uns, non, mais plusieurs, non quand même, c'est surprenant. Pas toujours. Alors, souvent, les gens gardent leur cahier de notes quand il est terminé parce qu'ils s'en servent comme un répertoire permanent d'informations. Le cahier de notes devrait être un répertoire, pour la plupart d'entre nous, devrait être un répertoire temporaire d'informations. On met l'information là, mais elle ne doit pas demeurer là. Alors, les gens souvent gardent leur cahier de notes, c'est pas rare d'informations de voir des gens qui ont 20, en fait, ils ont l'air d'avoir une encyclopédie, ils ont 20 cahiers de notes. Et là, je leur demande, est-ce que vous retournez dedans? On me dit non. Pourquoi? Ben parce que je ne sais pas où l'information est. Les gens le gardent parce qu'il y a encore des numéros de téléphone qui n'ont pas été classés. Il y a de l'information qui aurait dû sortir de là et aller dans les bons systèmes. Alors, le cahier de notes, ça devrait être un cahier passager. On écrit nos choses, puis ça doit sortir de là. Moi, la règle que j'avais quand j'utilisais un cahier de notes physique, parce que je ne le fais plus maintenant, la règle, c'est qu'en 72 heures, tout ce qui avait été écrit dedans devait sortir, être traité. Sinon, je faisais un X dessus, c'était plus bon. Donc, quand il était fini, en dedans de 72 heures, quand c'était terminé, je jetais le cahier de notes, il était plus bon. Je le passais à récup. Dans ce temps-là, on n'avait pas de récup. Gestion des priorités. Alors, je veux vous parler, le dernier 10 minutes, là, je veux vous parler de la gestion des priorités parce que c'est un aspect important. Alors, première des choses que je vais vous demander, c'est comment vous évaluez vos priorités. Basé sur quoi? Alors, vous faites juste m'écrire en bas, vous basez vos priorités, vous les évaluez comment? Sur quoi? Il y en a qui vont me dire sur l'urgence, l'échéance, effectivement, les dates, les exigences, beaucoup sur l'urgence, beaucoup, en fait, si vous regardez, l'importance aussi, quelques-uns, c'est l'importance. Beaucoup de gens vont baser leurs priorités sur l'urgence. C'est le président Eisenhower qui disait « Ce qui est urgent est rarement important. Et ce qui est important est rarement urgent. » Alors, le problème souvent, c'est qu'on a juste la notion d'urgence pour évaluer. On n'a pas, beaucoup d'entre nous n'ont pas la notion d'importance. Et ça prend les deux. Donc, l'urgence, c'est basé sur le temps. Si une activité est due dans 2 heures, c'est plus urgent que dans 3, dans 4, dans 5. Mais l'importance, par contre, qu'est-ce qui rend quelque chose d'important? Qu'est-ce qui fait qu'une activité est plus importante qu'une autre? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Tu peux l'écrire. Alors, qu'est-ce qui fait les conséquences, les impacts, effectivement, nos valeurs? Ah oui, tout à fait. Dans notre vie personnelle, certainement, puis des fois au travail aussi. L'utilité. En fait, je vais vous dire, la notion la plus importante ou l'information la plus importante pour être capable d'évaluer si une tâche est importante ou pas, c'est si elle vous permet d'accomplir ou de réaliser vos objectifs. Si vous avez une tâche qui ne vous permet pas d'accomplir vos objectifs dans un contexte donné,
ben, dans ce contexte-là, elle est moins importante que quelque chose qui vous permet. Alors, voyez-vous, l'idée d'avoir un plan, de connaître nos rôles et fonctions, autant au travail qu'à l'extérieur du travail, d'avoir des objectifs, c'est ça qui vous guide, effectivement, pour être capable de faire une gestion des priorités appropriées. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous utilisez pour la gestion de vos tâches, la gestion des priorités? Qu'est-ce que vous utilisez comme système? Là, vous allez voir un sondage apparaître et vous allez avoir un choix entre la mémoire, Outlook, une liste à part, en papier, là, ou encore des dossiers qui s'accumulent sur votre bureau. Alors, vous avez le choix entre donc des fois on utilise 2, 3 méthodes, mais pour la plupart d'entre vous, là, qu'est-ce que vous utilisez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les tâches d'Outlook, quand même, 9%, 10%, c'est comme presque ex aequo avec utiliser une liste. Il y a quelques personnes qui disent ma mémoire, effectivement. Ouais. On a quoi? On est rendu où? Là? 29? Un peu plus pour Outlook, bravo. Et quelques personnes vont utiliser une liste. Donc, on a à peu près quoi? 65% des gens qui vont utiliser soit une liste papier ou encore Outlook. Évidemment, merci. Alors, évidemment, Outlook est probablement, écoutez, c'est un outil absolument brillant pour la gestion de vos priorités en utilisant la portion tâche ou le module de tâches dans Outlook, quelque chose qui est absolument important pour vous et ça devrait être utilisé. Alors, vous avez, ceux qui ont suivi une formation sur la gestion du temps, vous avez probablement vu déjà ces 4 cadrans-là. On les appelle les 4 cadrans de la gestion du temps. Le cadran 1 sont les choses, c'est les activités qui sont urgentes et importantes, les crises, les pannes majeures, ce qui est souvent pas prévisible, ou encore par notre manque de planification qui devient une crise ou qui devient urgent à la dernière minute. Le numéro 2, ça va être tout ce qui est planifié, toutes les activités qui sont planifiées, la création des échéanciers, la gestion de votre temps va là-dedans, vos lunchs aussi, votre dîner va là-dedans, vos pauses vont là-dedans. Dans le numéro 3, vous allez avoir des choses qui sont les urgences, les choses importantes de quelqu'un d'autre que vous prenez sur votre dos. Vous savez, quand on parle de mettre le singe sur notre épaule, souvent ce sont des petits singes qui vont là. Des réunions où on ne devrait pas aller, certains appels téléphoniques, des courriels qui sont distribués à tout le monde puis qui ne devraient pas l'être, des interruptions que vous avez des gens alentour, on va les voir dans quelques minutes. Et finalement, vous avez le numéro 4 qui représente les choses qui sont ni importantes ni urgentes, en fait, les pertes de temps dans certains contextes. Alors, évidemment, ce qu'on dit, c'est que plus vous passez de temps dans le cadran 1, plus c'est le cadran du stress. Les gens qui souffrent d'épuisement professionnel, souvent passent énormément de temps dans le cadran 1 et dans le cadran 3. Alors, quand on passe beaucoup de temps dans le cadran 1, le seul cadran où on va aller pour se reposer, c'est le cadran 4, perdre son temps. On va prendre une pause de 35 minutes, on va prendre un dîner un peu plus long, on va jaser sur le bord de la partition avec quelqu'un pendant 15 minutes, simplement pour enlever de la pression, parce que là, on en a trop. Et évidemment, chacun des cadrans, on vous les explique ici. Vous avez le cadran de la nécessité qui est le cadran 1, comme je vous disais tout à l'heure. Le cadran du leadership, les leaders dans les entreprises passent plus de temps dans le cadran 2 que dans tous les autres cadrans. En fait, la proportion, c'est 60 à 80% du temps passé dans le cadran 2 et 20 à 25% du temps passé dans le cadran 1. C'est encore assez élevé. C'est-à-dire qu'on passe le quart au cinquième de notre temps, en cinquième ou un quart de notre temps, à gérer des imprévus parce qu'on vit dans le vrai monde. Vous avez le cadran de l'illusion. L'illusion que quelque chose est important pour nous quand ça ne l'est pas nécessairement et finalement le cadran de la perte. Si je vous demandais dans quel cadran voudriez-vous passer plus de temps? Quel cadran? Oui, le 2, évidemment. Et dites-moi un peu dans quel cadran on doit aller chercher le temps pour l'amener dans le cadran 2. Dans le cadran 3, bravo, vous n'avez pas tombé. Quelques-uns dans Pierre. Alors, des gens vont me dire soit 3 ou 4, mais en fait, vous ne touchez pas au 4. Vous prenez les choses qui sont vous enlevez le cadran 1, vous allez le porter dans le cadran 2, pour passer plus de temps à planifier, qui, avec le temps, va réduire le nombre d'activités qui va se retrouver en crise, en urgence dans le cadran 1. Et savez-vous quoi? Avec le temps, vous ne voudrez plus aller passer de temps dans le cadran des pertes. Il n'y a personne qui va aller perdre son temps quand on est stimulé au travail, quand on est motivé, quand les choses avancent, qu'on a l'impression qu'il y a un progrès. D'ailleurs, si vous êtes allé déjà dans une réunion qui a commencé à l'heure, fini à l'heure,
qui a donné des résultats, vous avez l'impression que les choses avancent. Quand vous sortez, vous ne voulez pas aller perdre votre temps, vous voulez aller travailler. Alors, on est tous stimulés dans ce temps-là. Donc, on ne touche pas au numéro 4, on va chercher les choses numéro 3. Bon, mais aller chercher les choses dans le numéro 3, du temps dans le numéro 3, ça veut dire quoi? Alors, si on regarde, on disait le cadran 3 est séparé par une ligne qui est l'urgence et l'autre par l'importance. Alors, par définition, le cadran 3, ça représente les choses qui demandent votre attention rapidement, sinon immédiatement, mais qui ne vous aident pas à accomplir vos propres objectifs. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On va trouver les grugeurs de temps, certains courriels, les réunions, le fait qu'on ne mette pas de limite sur l'accès à notre temps. Hein, le fameux chèque en blanc. As-tu 10 minutes, je voudrais te parler. As-tu 2 minutes, je voudrais te parler. Un petit 2 minutes qui finit par être 10, 15, 20 minutes. Hein, vous comprenez, quand les gens viennent vous voir, ils peuvent vous dire, as-tu 2 minutes? C'est une menterie, c'est pas vrai. Hein, ça ne sera jamais 2 minutes. Alors, et souvent, on dit oui quand on devrait, la première chose qu'on devrait faire, c'est de demander à propos de quoi. Alors, regardons-les rapidement un après l'autre. Je vais vous donner juste quelques petits trucs rapides pour répondre à chacun de ceux-là. Premièrement, les courriels. Certains d'entre vous vont sursauter 2 fois par jour seulement. Alors, je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de leur courriel pour coordonner leur journée. La nature de votre travail l'exige. Ça, c'est autre chose. Mais je vous dirais, la grande majorité d'entre vous, on n'a pas besoin d'aller voir nos courriels tout au long de la journée. On pourrait aller voir nos courriels 2 fois par jour. Alors, peut-être que 2 fois, c'est pas suffisant. Vous devez le faire 3 fois, mais déterminez un temps maximum pour vos courriels. Vous savez, quand vous déterminez un temps, vous créez un sentiment d'urgence qui est nécessaire pour qu'on puisse focaliser sur la tâche et pas s'éparpiller. La plupart d'entre nous, on rentre le matin, on s'en va dans les courriels, on sait à quelle heure on rentre dans les courriels, mais on ne sait pas tout à fait à quelle heure on finit. Et premièrement, quand vous rentrez dans vos courriels, vous venez de tomber dans le plan des autres au lieu d'être dans votre propre plan. Donc, commencez le matin par faire des choses qui sont importantes pour vous et après ça, allez répondre à vos courriels. Mais il faut le faire avec délicatesse au début. Hein. On commence ça doucement. Là. Quand on est habitué de répondre à tout bout de champ puis que tout d'un coup, vous répondez 2 fois par jour, vous allez avoir une avalanche de plaintes. Alors, il y a une période de sevrage nécessaire pour que ça puisse se faire. Donc, 2 fois par jour, pour en arrivant le matin, comme je vous disais, ne touchez vos courriels qu'une seule fois. Déterminez tout de suite ce que vous allez faire. Les gens gardent leur courriel dans leur boîte de réception et si vous faites ça, jusqu'à temps que le courriel soit complété, la tâche soit complétée, il y a des statistiques qui disent que vous allez aller le voir jusqu'à 11 fois, le lire jusqu'à 11 fois avant de l'éliminer. Alors, allez le voir une fois, transformez-le en tâche si nécessaire, puis éliminez ce courriel-là. Évidemment, utilisez les règles pour automatiser certaines fonctions. Je vous dirais, en fait, allez chercher un code Outlook. La plupart des gens ne savent pas comment utiliser Outlook. C'est pas ce qu'on fait dans la formation de gestion du temps, mais il existe des codes Outlook. Allez vous chercher un code Outlook, c'est important. Les fameuses réunions, ayez toujours un ordre du jour. Aucune réunion, pas d'ordre du jour. C'est une perte de temps la plupart du temps. Je vous dirais 99,9% du temps, juste pour vous dire que c'est pas complètement tout le temps. Commencez à l'heure, terminez à l'heure. Alors, ordonnancez les points à l'ordre du jour en commençant par les points les plus importants en premier, les moins importants en dernier. Comme ça, c'est moins pénalisant à la fin. Un autre petit truc, faites des rencontres de 50 minutes. Commencez vos rencontres 5 minutes après l'heure et terminez-les 5 minutes avant l'heure. Pourquoi? Ben, comme à l'école, les enfants, les gens qui ont besoin de passer d'une réunion à l'autre ont besoin d'aller de cette réunion à l'autre. Si vous commencez à 10 heures, puis que l'autre réunion finissait à 10 heures, les gens ne seront pas à 10 heures dans votre réunion à l'autre. Faites des réunions de 50 minutes. Il y a des compagnies que je connais qui font ça et ça fonctionne très, très, très bien. Pour les limites, mettre des limites. Alors, souvent, mettre des limites, ça veut dire être capable de dire non. On a pas tout le monde, mais on est plusieurs à avoir la difficulté avec ça. Première des choses, prenez du temps avant de répondre. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de dire oui par habitude, alors, à partir de maintenant, quand quelqu'un vous demande de faire de quoi, que ce soit oui ou non, répondez, laisse-moi vérifier mes choses, je te reviens. C'est tout à fait légitime d'aller voir ces choses avant de répondre. Revenez, par contre. Si vous ne revenez pas, là, c'est une autre histoire. Mais revenez, et là, vous êtes en position de répondre. Alors, prenez le temps pour briser l'habitude de dire aux gens, laisse-moi vérifier, je te reviens. Peut-être qu'en revenant, vous allez dire oui, mais ce sera à ce moment-là un vrai oui. Et si vous avez besoin de dire non, au lieu de dire non,
un petit truc qu'on m'a appris, en fait, c'est une comptable dans un cours de gestion du temps à Calgary qui me dit, moi, j'utilise pas non. Je dis oui, si. À ça, j'ai trouvé ça brillant, vraiment. Oui, si. Parce que la plupart du temps, c'est pas non. C'est oui, si je réussis à terminer ça. Patron, tu veux que je fasse ça? Oui, si tu me permets de mettre ça de côté pour le faire. Alors, vraiment, là, j'ai trouvé ça génial. Le oui conditionnel, parce que c'est souvent comme ça. Alors, oui, si. Et évidemment, regardez votre agenda. Votre agenda, c'est votre meilleur ami. Quand vous avez un agenda qui est bien planifié, ça devient vraiment facile pour vous de dire à quelqu'un, ça ne fonctionne pas pour moi en ce moment. Oui, si tu me permets de déplacer ça, parce qu'on est organisé, ça devient plus facile à ce moment-là. Les fameuses interruptions. Alors, quelques petits trucs rapides. Premièrement, comme je vous disais tout à l'heure, la première question qui devrait sortir de votre bouche quand quelqu'un vient te voir, je peux-tu te voir, c'est de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? De quoi tu veux parler? Fixer des moments. Alors, fixer des moments pour que les gens puissent vous rencontrer. C'est pas toujours possible. Mais pourquoi ne pas dire aux gens, écoutez, gang, je suis disponible de telle heure à telle heure. Si vous avez quelque chose, là, venez me voir entre telle heure et telle heure. Premier arrivé, premier servi, aucun problème, pour vous laisser du temps. J'ai aussi un gestionnaire, pour ceux d'entre vous qui sont gestionnaires, j'ai un gestionnaire qui m'avait dit, moi, je fais de la gestion, il disait en anglais, il disait, je fais du management by walking around. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, moi, auparavant, j'arrivais le matin, je mettais mes choses, j'arrivais à mon bureau et je me faisais déranger par mes employés jusqu'à 2h, 2h30 l'après-midi, si bien que je ne pouvais pas faire mon propre travail avant ça, souvent le soir ou la fin de semaine. Et j'ai appris un truc qui est le fameux management by walking around. Il dit, à un moment donné, j'ai commencé à prendre mes choses, les mettre dans mon bureau le matin et commencer à faire le tour de tout le monde. La première chose que je faisais le matin, c'est pas mes courriels, c'est de partir faire le tour de tout le monde. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec un cahier de notes et un crayon? Et il y avait une conversation avec ces gens. Ça, il prenait 1 heure et demie à faire le tour, mais en dedans de 3 semaines, sans rien dire, les gens s'étaient ajustés à son nouveau comportement et il y avait presque plus personne qui venait le voir dans son bureau. Il était capable de faire son travail. Alors souvent, c'est d'être capable de rassembler les interruptions ensemble. Alors lui, il ne pouvait pas demander aux gens de venir le voir à un certain moment. C'est lui qui se déplaçait. Un bon truc. Faites le tour de vos employés, c'est ce que je viens de vous donner. Alors, la conclusion de ce séminaire, le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Traitez-le comme tel. Les habitudes sont vos alliés. Quand vous créez des habitudes, vous n'avez plus besoin de discipline. Ayez l'habitude de voir votre agenda tous les jours. Ayez l'habitude d'inscrire tous vos rendez-vous. Ayez l'habitude de planifier, de maintenir à jour les instruments que vous utilisez. Et finalement, la gestion du temps, ça demande de la persévérance. Il y a beaucoup des choses qu'on a vues aujourd'hui qui vont vous prendre plus qu'une ou 2 tentatives. Alors, merci énormément et j'ai quelques minutes. Alors, je suis prêt à répondre à certaines de vos questions s'il y a des questions. Ça fait plaisir, Mario. J'attends les questions. Alors, différence entre la liste de choses à faire et le cahier de notes. Ah oui, le cahier de notes, c'est simplement l'endroit. La raison pour laquelle je dis que j'en l'utilise plus, c'est qu'aujourd'hui, on a nos bidules très proches de nous tout le temps et c'est presque aussi convivial que d'écrire sur papier. Avec les tablettes qu'on a, avec l'ordinateur portatif, c'est presque plus facile d'aller le mettre directement dans Outlook, directement dans la liste, que de le mettre sur... Mais autrefois, les systèmes étaient plus difficiles à accéder. Alors, je trouvais ça c'était plus facile de simplement avoir un cahier de notes où on mettait tout. Les notes des réunions, nos notes personnelles, les idées qui nous venaient, rappeler un tel. On mettait tout ça là-dedans, puis après ça, on épurait. Mais c'est de moins en moins important. Pour ceux d'entre vous qui aiment encore utiliser ça, le cahier de notes, c'est simplement l'endroit temporaire où on met tout, et après, ça doit s'en aller dans nos systèmes. Donc, la liste, c'est beaucoup plus une liste de tâches qu'on a à faire à un moment donné quand on sera disponible pour le faire. Je n'ai pas vu les autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais vous demander de les retaper parce que ça défile rapidement. OK. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres... que pensez-vous de l'utilisation OneNote Compare? Excellent. Excellent. Moi, je suis dans un environnement Mac.
Donc, j'utilise pas OneNote, quoi qu'il existe pour Mac aussi. J'ai d'autres instruments que j'utilise, d'autres outils que j'utilise, mais j'ai vu des participants arriver avec OneNote, ils m'ont montré que ce que ça fait, c'est excellent. Vous avez OneNote, vous avez ceux qui veulent plus être... vous avez Evernote aussi. Plusieurs personnes vont connaître Evernote. Alors ça, c'est pour ça. On nous demande combien de temps doit-on prévoir pour les imprévus? Ah, ça, c'est une bonne question et ça dépend vraiment de votre situation. Malheureusement, on ne peut pas dire... Ah, moi, je vais vous dire, si une tâche en absolu me prend 2 heures, mais que à cause des interruptions, ça me prend toujours 3 heures pour faire la tâche, dans mon agenda, je vais avoir tendance à écrire 2 heures et mettre 1 heure de zone tampon, là, en tampon, de buffer, comme on appelle. Là. Alors, je ne mettrai pas 3 heures pour la tâche. Je vais mettre 2 heures et je vais mettre 1 heure supplémentaire simplement pour pouvoir le voir et avoir un historique avec le temps. Et à un moment donné, quand on commence à regarder tous les zones tampons qu'on met dans son agenda, on peut se poser des questions de « je passe mon temps où là-dedans? » Alors, c'est important. Est-ce que les slides sont... Bon, les slides vont être disponibles. Présentation, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la gestion du temps? Merci, vous êtes bienvenus. Comment planifiez-vous le temps pour les imprévus? Ah! Chose que je ne vous ai pas dit parce qu'on est dans un webinaire. Quand vous n'avez pas un grand contrôle sur les intrants, les demandes qui sont faites. Pour la plupart d'entre nous, on n'en a pas beaucoup au début quand on n'a pas planifié, on n'utilise pas la planification, l'agenda comme outil de planification. Je vous dirais, ne planifiez pas dans votre agenda plus que 30 à 40 de votre journée. Sinon, vous allez vous embourber dans des changements perpétuels et ça devient très difficile à gérer. 30 à 40 et plus vous allez planifier, plus vous allez être en mesure d'augmenter ça. Certains d'entre vous ne dépasseront jamais 50 La nature de votre travail fait, en fait, il y en a qui ne planifieront pas plus que 10 Ceux qui sont on appelle le terme anglais frontline, là, hein, qui sont la première ligne des répondants. Par exemple, la réceptionniste d'un bureau, elle ne peut pas planifier sa journée. Elle, sa journée, c'est répondre aux appels et accueillir les gens qui rentrent. Ça devient très difficile pour elle de le faire. On peut lui donner des tâches, mais son patron ne peut pas dire prépare-moi un dossier pour demain matin 10 heures. Elle n'est pas capable d'avoir suffisamment de contrôle sur les impacts. Donc, je vous dirais 30 à 40 de votre agenda planifié. Le restant, laissez ça ouvert au début, simplement parce qu'on vit en société et puis qu'il y a des imprévus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Asana permet de partager. Oui, je vois ça passer. Là. Je sais que vous parlez entre vous et c'est très bien. Asana permet la gestion des tâches, la gestion de projets et de le faire en équipe. Donc, c'est un outil qui est excellent. Il y a toutes sortes d'outils. Hein. Vous avez Wunderlist, Remember the Milk, vous avez Getting Things Done. Dans Getting Things Done, vous avez Todoist, qui est un de ceux que j'ai déjà utilisés. Alors, ce sont des outils qui sont excellents, mais je vous dirais que si vous avez Outlook au bureau, Outlook fait presque toutes les mêmes fonctions, différemment, là, mais vous pouvez faire les mêmes tâches avec Outlook. Alors, merci encore une fois. C'était un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.